nous allons passer à une table ronde de retour d'expérience d'entreprise. Franck d'Antalis, Virginie d'Engie et Lisa de TF1 qui du coup vont me rejoindre pour aborder plus concrètement ce qui se passe dans vos organisations. Alors on peut rester debout comme vous le souhaitez. Je passe un micro. Tiens, Lisa, c'est Franck, je crois, qui démarre. Pardon, je commence. Ouais, c'est toi qui démarre. Alors déjà, du coup, sur Antalis, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas Antalis, est-ce que tu peux nous dire quelques mots ? Bonjour à tous. Donc, Antalis, c'est le leader européen, deuxième mondial dans les marchés du papier, de l'emballage et de la communication visuelle pour les pros. 41 pays, 5600 collaborateurs, 2,3 milliards de chiffre d'affaires. Voilà. Et donc, par rapport à la transformation digitale, le gros enjeu, il se situe où ? Alors, pour vous donner le contexte, cas d'entreprise classique, distribution B2B, force de vente terrain, tarification personnalisée, j'ai envie de dire à l'ancienne. Depuis 2 ans, nous avons fait évoluer nos business models pour engager une transformation, pas seulement digitale, mais une transformation du business model. Et donc, on est à un carrefour de changement d'ADN et de culture. On passe d'une culture d'un marketing produit à un marketing client, d'une culture de distributeur à une culture de vrai marchand. Quand vous parlez aux anciens dans l'entreprise, vous avez l'impression qu'on décrit un transporteur et non pas un marchand. Donc on est vraiment axé à nouveau sur une culture de commercialisation et de besoin du client. On travaille également sur une modification de notre culture de projets IT vers des projets vraiment digitaux avec la finalité du client en bout de chaîne. Et surtout, on travaille sur l'élimination des silos dans l'entreprise, positionnant le digital comme une équipe transverse au groupe et apporter une complémentarité au métier corps du groupe, donc les achats, le commerce, le marketing, la supply chain, la RH, bien sûr. Et on a une vraie dynamique de manière à ce que, dans cette logique-là, on embarque l'ensemble des collaborateurs. Donc tu me parlais notamment des open doors. Comment ça se passe, les open doors ? Alors, l'idée, c'est de travailler. Alors, on a des thématiques où on a soit des cas très pratiques, l'utilisation des réseaux sociaux en tant que professionnel, l'impact de la digitalisation sur les métiers au quotidien. Quand la création la création de la direction digitale il y a 2 ans et demi, régulièrement, je croisais des collaborateurs qui me disaient « Mais Franck, tu vas me digitaliser ». Et en fait, je ne savais pas, j'avais même peur pour eux parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire de digitaliser un chef de produit. Et donc, on a travaillé avec eux sur la base de départ qui est leur expertise et montrer que leur expertise, donc là, on est dans ce que disait Michel, la confiance en soi, la réassurance, partir de leurs compétences clés et les accompagner dans un écosystème qui est de plus en plus digitalisé, avec en face des clients qui ont changé leur comportement d'achat, leur interaction avec l'entreprise. Donc on s'est pris à parler de social selling, d'inbound marketing, de persona, et cette logique les a accompagnés dans une évolution de leur cœur de métier. Très bien, on reviendra tout à l'heure Absolument. au persona. Alors chez Engie, vous avez misé sur la circulation des compétences en interne à travers un projet qui s'appelle SkillLib. Tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Merci Caroline. En effet, donc c'est dès 2016 qu'on a pris ce pari. Alors avec l'énergie, la circulation, c'est normal, on sait faire, et on le fait avec agilité et fluidité. Donc on s'est dit, appliquons ces principes à nos collaborateurs, et nos collaborateurs source de compétences premières et qu'on ne connaît pas toujours, puisque chacun se développe aussi à l'externe d'Engie, à l'externe de nos entreprises, dans leur passion, dans leur aussi background qu'on ne connaît pas obligatoirement, parce que peut-être qu'on ne rencontre pas assez, on ne va pas assez vers l'autre pour écouter, pour comprendre, et qu'on est un peu dans le processus industriel, des process d'activité au quotidien.
Et donc, on a créé une plateforme, alors sans vouloir digitaliser, parce que je ne sais pas faire non plus les personnes, mais c'était de dire qu'on était face à un enjeu. On est quand même 150 000 collaborateurs au sein d'Engie. On est présent dans 70 pays, dans 24 business units, etc. Donc, vous imaginez la complexité de cette organisation. Et donc, on s'est dit, on a un business, puisqu'on veut être le leader mondial de la transition zéro carbone, et on va se donner les moyens aussi d'avoir les bonnes compétences au bon endroit et surtout d'être capacité de lever immédiatement des ressources des personnes par rapport à un besoin de développement business. Et donc, on a créé SkillLib qui permet via une plateforme marketplace que chaque collaborateur déclare ce qu'il souhaite déclarer comme compétences, expérience. On parle même plus d'expérience, savoir-faire, sans aucune grille, c'est avec ses mots, des mots-clés, mais on lui demande juste de contextualiser son expérience et ses savoir-faire par rapport aux activités business. Et là, ça veut dire qu'on permet le champ des possibles, on permet à un collaborateur de dire « Moi, je suis comptable et je suis pris pour celui qui fait des calculs de l'Excel, mais je suis un gamer fou depuis ma tendre enfance sous Atari, Nintendo. Avec l'évolution, j'ai appris à coder. En apprenant à coder avec d'autres amis, on fait des petits développements de jeux. Mais ça, c'est ma vie privée. Et personne ne m'a jamais rien demandé chez Engie. Mais là, je sais que Engie, il y a la digitalisation, la décarbonisation, la décentralisation. Je vais dire que je sais coder, je sais développer, j'ai de l'expérience. Et que comme je suis un salarié Engie, je connais les business d'Engie, je connais la culture, je connais les modes opératoires, le fonctionnement, je peux les mettre à disposition de l'ensemble des activités ou à des activités que je connais plus particulièrement. Et d'un autre côté, on a des managers qui ont un PNL, qui ont besoin, à un moment donné, de créer un business, de faire des survey market, de voir si une offre serait appréciée, de faire des due diligence, de faire plein de choses et qui dit moi j'ai un besoin de ressources, je ne l'ai pas aujourd'hui et je ne peux pas prendre le risque de prendre une ressource pérenne pour quelque chose qui ne va peut-être pas aboutir, et en même temps j'ai besoin de quelqu'un qui connaît les business d'Engie, qui connaît l'énergie, qui comprend ce qu'on est en train de faire. Et donc si je vais à l'extérieur, c'est un coût, et si je vais à l'extérieur, il y a un coût d'onboarding. Et donc, de dire, on mise sur l'intelligence de nos collaborateurs, sur leur capacité à s'investir au-delà de leur propre entité, de leur business as usual. Et donc, le manager va pousser un besoin de compétences pour une mission qui va de 1 jour à 218, on va dire, c'est pour 1 an, maximum. Et donc, on a lancé ça en 2016. Et le fait du digital, ça a permis de raccourcir le temps et la géographie. Et aujourd'hui, on en est à presque 5000 jours hommes de contractualiser, d'échanger. On en est à plus de 300 missions. On en est à 860 personnes qui ont créé leur profil et qui se sont déclarées disponibles. Et tout ça, c'est sans communication. On a évité l'effet top-down, l'effet grande com de presse. C'est uniquement viral, de bouche à oreille. Et là, on est en train de massifier avec des expériences. Et surtout, on a eu la reconnaissance des collaborateurs et des managers. Donc d'un côté des managers qui postent des missions, de l'autre côté des collaborateurs qui déclarent leurs compétences. Tout ça, c'est bien sûr déroulé sans difficulté. Oui, à Engie, c'est normal. C'était une évidence. Ça s'est fait, tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord. Parce que surtout, les managers, tu perds une ressource, mais aucune peur. Tu perds pas, tu la prêtes. Oui, voilà. Non, c'est bon. On est tous des Engie, des imaginative builders, donc il n'y a aucun problème. On est là pour la bonne cause. Non, en vrai. Bon, imaginez, on a eu toutes les digitalisées. Alors moi, j'étais à l'époque pas à la fonction RH. Je suis RH de tout temps, mais j'étais pas dans la fonction RH. Il y a eu une crainte d'ubérisation, d'intermédiation, de dire et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Et c'était souvent les missions courte durée, c'est pas des choses qu'on gère au RH. C'est des choses qui se passent dans le réseau de manager à manager, sur quelques personnes, mais qui n'est pas vraiment massifié. Et j'ai dit non, mais au contraire, vous allez pouvoir gérer d'une autre manière et rencontrer les collaborateurs, découvrir et d'être vraiment beaucoup plus dans l'aide au business que dans des processus très RH pour RH.
Donc, vous allez avoir une valeur ajoutée. Donc, on a eu la filière RH, pas tous, hein, j'ai eu tout de suite des sponsors, mais c'est pas toujours évident aussi dès le début de les avoir, mais il y a eu des craintes. Il y a eu les managers qui ont dit, mais moi, si j'ai un collaborateur qui part pendant 2 mois, moi, comment je vais faire ? J'ai de l'activité, c'est pas toujours vrai. Parfois, il y a des collaborateurs qui ont de la marge d'activité. Donc, c'est des choses aussi, on s'est dit, cette mission peut être faite en part-time, pas obligatoirement, et à distance. On n'est pas obligé tout le temps de se déplacer, de le faire à plein temps. Donc, de trouver, en fait, et là, on en appelle à l'intelligence collective, de dire, s'il y a ce besoin ailleurs dans le groupe pour la création de valeur pour le groupe, pour une croissance globale, et que moi, en fait, si je garde cette compétence, j'aurai une création de valeur pour mon entité, mais inférieure à celle que je pourrais créer en la prêtant à une autre entité, et ben c'est là où il faut engager le dialogue, dont les choses se font par dialogue, par des gens, des managers qui ont dit OK, et par raconter l'histoire, et chaque jour convaincre. Parfait. Donc une forme de cabinet de conseil intégré, je trouve que c'est. Il y a un peu d'accompagnement des collaborateurs aussi, accompagnement aussi des managers. Et après, on a eu la chance d'avoir un supporter et un sponsor énorme qui est Isabelle Cocher elle-même. Et là, ça facilite les choses après. C'est sûr. Alors chez TF1, Lisa, comment vous abordez ce point du futur des compétences et futur des métiers, surtout que chez TF1, il y a quand même beaucoup de métiers différents. Comment vous faites ? Alors déjà, bonjour à tous. Merci d'être présents à cette table ronde. Alors nous, le futur des compétences, il est complexe, comme tu dis, Caroline, parce qu'effectivement, on a plus de 200 métiers chez TF1. Donc on a un enjeu au travers notamment de la GPEC, de la GEPP, du futur des compétences, d'orchestrer tout ça. Mais ça, j'espère avoir le plaisir de venir vous en parler plus tard, parce qu'on est en plein chantier sur ces sujets-là. Néanmoins, il y a une compétence qui, pour nous, dont on parle beaucoup, et je rejoins totalement l'exposé de Michel sur ce sujet, c'est la valeur du collectif. Et c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, c'est pas du tout une compétence innée, puisque finalement, au sein de l'entreprise, au-delà des collaborateurs qu'on choisit, qu'on recrute, il y a quand même majoritairement des gens qu'on ne choisit pas et qu'on ne recrute pas et avec lesquels il faut travailler. Et je rebondis sur une intervention que nous avons eu la chance d'avoir cette semaine, lundi, avec un professeur de l'ESSEC, qui est Maurice Thévenet, qu'on a convié à intervenir sur une masterclass sur le sujet de l'intergénérationnel et qui nous faisait part, en fait, de ces enjeux autour de... mon travail dépend des autres et je dépends du travail des autres pour être efficace dans ce que je fais. Donc le rapport au collectif aujourd'hui, il est de plus en plus prégnant. Et il disait, avant c'était quand même super simple parce que dans les organisations qui étaient bien évidemment toutes verticales, vous mesuriez votre place dans la hiérarchie, à qui vous pouviez demander d'aller vous chercher un café et pour qui ce n'était pas réciproquement vrai. Et en fait, c'est vrai que ça fait sourire, mais avant, c'était hyper clair et c'était un bon indicateur. Aujourd'hui, les organisations se sont vraiment complexifiées, matricialisées, je ne sais pas si ce mot existe, mais je prends le parti de l'utiliser. Et le rapport au collectif est devenu beaucoup plus complexe dans les organisations. Donc nous, il y a 2 sujets qui sont aujourd'hui mis en œuvre au sein du groupe TF1. C'est d'abord, et je rejoins Michel, sur le leadership de soi, parce que pour avoir un rapport au collectif qui soit structuré, bienveillant, organisé et empathique, il faut d'abord se sentir bien soi-même. Donc en fait, chez TF1, on mise énormément sur les programmes de mentoring et en fait on ne le fait pas tout seul parce que déjà il y a tout ce qui concerne le mentoring des femmes qui est un sujet prioritaire évidemment pour le groupe, mais on essaye de confronter notre culture avec d'autres entreprises et donc on a des partenariats notamment avec Cisco, Sodexo, on a le droit de citer des marques ici. Voilà. Coca-Cola, Coca-Cola, HP Enterprise, voilà, enfin on a vraiment pas mal de partenariats et c'est vrai que c'est assez sympa parce que ça permet aux collaborateurs, même si dans le cadre du mentoring, le code est clair de la confidentialité et du conseil bienveillant, le fait d'aller chercher dans les entreprises extérieures des conseils, du coaching, ça permet aussi d'avoir des clés sur le management du leadership de soi. Et ça, c'est un vrai sujet d'ancrer les collaborateurs dans un leadership de soi qui soit plus assuré et plus conscient. Et le deuxième sujet qu'on a, qui nous paraît prioritaire, et ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est le mix intergénérationnel, puisque le groupe TF1 aujourd'hui, c'est un groupe qui s'est considérablement élargi sous l'impulsion de Gilles Pélisson et de la transformation qu'on mène depuis bientôt 3 ans.
avec un élargissement du champ des filiales, des startups, des compétences, des structures qui ont des mix générationnels qui sont très différents, avec des structures historiques, avec des fortes années d'ancienneté, mais aussi au féminin, My Little Paris, qui sont des marques totalement neuves, avec des structures d'âge très différentes. Et on a un enjeu au sein du groupe de faire travailler les générations ensemble. Et pour cela, on a mis en place, hyper facile, hyper simple, pas de problème, on a mis aussi en place en fait un projet avec un collectif qui s'appelle le 3.0. Le 3.0, c'est en gros les jeunes de moins de 35 ans qui ont envie, au-delà de la mission de poste qui leur est affectée, de s'investir dans des extra-rôles. Donc on a décidé d'activer vraiment cette notion aussi d'extra-rôle pour permettre en fait aux jeunes de rencontrer dans le mix générationnel des personnes plus seniors qui ont des projets à confier. C'est entre le BDE et la junior entreprise. C'est-à-dire qu'à la fois c'est un lieu d'onboarding pour les collaborateurs, mais aussi un lieu où se fédèrent des initiatives autour de projets. Typiquement, je prends un exemple. Donc, ils ont fait le tour des COMEX et ils ont été chercher des sujets. Et ça permet aujourd'hui, par exemple, d'avoir des groupes, notamment un dont une personne de la RH travaille dessus, sur la blockchain. Voilà, c'était un sujet qui avait été confié par notre membre COMEX Finance, qui dit, moi, la blockchain, j'ai envie d'investiguer, de comprendre. Voilà, on est dans une étape vraiment d'appropriation des sujets. Et ce groupe constitué de plusieurs jeunes du 3.0 regroupe des profils très très différents qui jamais, un, ne se seraient croisés dans l'entreprise s'ils n'avaient pas rejoint ce collectif, et deux, jamais n'auraient travaillé sur ce sujet parce que c'est pas le mandat de ce pourquoi on les a recrutés. Donc voilà, pour nous, c'est aussi un enjeu fort de mixer les générations. Alors, si on revient chez Antalis, au niveau d'intégration de nouveaux métiers, qu'est-ce que, notamment sur la fonction marketing, qu'est-ce que tu as vu apparaître? Ah oui, et au préalable, la démarche du persona. Alors, je vais vous parler effectivement de la notion de persona. Chez Antalis, il y a 1 an et demi, les personas, on n'en parlait pas. Ça n'existait pas, c'était du moins pas structuré. Alors, persona, en général, on pense marketing. Donc, chez nous, un persona marketing, ça va être le ciblage et le profil de nos segments clés, l'imprimeur, l'agence de communication, l'acheteur d'emballage industriel, etc. Nous avons décidé, dans le process de transformation, d'ajouter un 8e persona, qui est celui du collaborateur et du candidat, qu'il soit candidat à l'embauche ou candidat étudiant, stagiaire, apprenti au sein de nos équipes. Alors c'est important parce que déjà, ça renforce nos valeurs groupe autour de l'humain. Ça permet d'accompagner le process de transformation et d'évolution des compétences. Donc concrètement, vous l'avez à l'écran, on a 3 approches différentes. Alors, il y a intentionnellement un vocabulaire marketing, donc du profiling, on est d'accord, tout ça se fait en toute transparence avec le collaborateur. Donc on travaille avec lui ou elle sur ces données déclaratives et comportementales. Déclaratives, je pense notamment à l'entretien annuel ou des points plus réguliers. Comportementales, on va suivre avec le collaborateur ses centres d'intérêt. Par exemple, participe-t-il à des ateliers en lien avec la digitalisation de son métier? Alors, je pense par exemple, si on reste sur l'exemple du chef de produit, est-ce qu'il va aller s'intéresser aux nouvelles techniques de merchandising? Est-ce qu'il va interagir différemment avec ses fournisseurs sur la mise en avant des produits, etc. Après, on va aussi s'intéresser aux tendances du marché pour le poste concerné. Clairement, on ne recrute pas un chef de produit aujourd'hui chez Antalis comme nous le faisions il y a 10 ans. Clairement, on est sur des profils beaucoup plus aguerris, sensibles au digital et qui vont justement gérer cette dynamique de valeur ajoutée en plus des portefeuilles produits que chacun gère au quotidien. Après, on va regarder également son écosystème en termes de sources d'information. Comment on peut aider le chef de produit en question à s'éveiller davantage dans l'écosystème de son marché, participer à des conférences qui sont, encore une fois, soit avant-gardistes en termes d'innovation, comment on peut optimiser des relations fournisseurs. Nous, on travaille avec des géants comme HP, Ricoh, etc. Donc, on essaye de travailler la relation de manière à ce qu'elle ne se limite pas à juste la data produit qu'on met en ligne. C'est aller encore plus loin. Je vous donne un exemple. Avant, il y a à peine 2-3 ans,
un chef de produit qui allait à une conférence, vous aviez très peu de chance chez Antalis d'avoir une photo sur Facebook ou un post LinkedIn, encore moins d'aller chercher un partenaire pour poser des questions et transcrire 3 questions à un expert du papier numérique, etc., etc. Maintenant, on l'intègre un peu comme... c'est plutôt même un concours interne de celui qui va être le plus créatif dans sa démarche partenariale, dans le lancement d'une nouvelle gamme, etc. Et ça, c'est vraiment une vraie transformation parce que on est dans une dynamique de changement, de prise de conscience, parce que en soi, et on parlait de soft skills innés ou pas, je pense que dans un job desk, tout ça est sous-jacent. C'est plutôt rassurer, accompagner et bien souvent s'autoriser à traiter un partenaire différemment, collecter de l'information et la présenter différemment. Donc on est vraiment dans une dynamique d'information, mais là encore pour impliquer et associer le partenaire interne, par exemple le chef de produit, on va renforcer les liens avec son acheteur et on va travailler davantage la relation de son marché, des clients, pour aller chercher de l'information qui sera encore plus pertinente sur les tendances du marché. Donc dans notre cas, on est dans la communication visuelle également, donc les couleurs, la décoration d'intérieur, pour accompagner l'évolution de nos business models et notre offre. Sur les challenges, Antalis, je pense que peu de personnes, avant le début de cet atelier, de ce talk, connaissaient Antalis. Donc nous, on a aussi un travail à faire important sur la marque employeur. Clairement, un jeune qui se lance dans le digital n'a pas forcément le réflexe Antalis. On a changé notre approche dans cette logique de persona sur le candidat dans les relations écoles, dans l'écosystème autour de la valorisation de nos métiers et de l'intérêt de digitalisation. On travaille sur l'innovation, on a monté des partenariats avec des startups pour développer notre offre dans nos 3 métiers. On parle aujourd'hui de réalité augmentée sur les emballages, on parle de papier connecté, donc il y a des vrais sujets qui sont en phase avec les tendances du marché, et on recrute de fait par cette compréhension du persona en lien avec Antalis, des profils qui sont apporteurs de nouvelles idées, mais surtout qui vont contribuer à cette, alors je dis digitalisation, mais plutôt maturité digitale, puisque on y reviendra, je pense, après, mais on a aussi changé notre approche dans le profil, tout métier confondu. Un expert, un comptable aujourd'hui chez Antalis, si il est passé par une case d'entreprise plutôt digital ou travailler dans un écosystème qui était beaucoup plus fluide sur des techniques un peu plus modernes de commercialisation dans le B2B. Pour nous, c'est intéressant parce que ça va contribuer à cette mouvance générale qui est d'accompagner l'évolution du business model vers des nouvelles parts de marché qu'aujourd'hui on est en train de structurer parce qu'on est dans des marchés qui justement sont en pleine transformation, notamment celui du papier. Merci Franck. Il nous reste quelques minutes. Du coup, Virginie, sur un focus peut-être sur le projet ou déjà l'existence des cellules apprenantes. Oui, alors en fait, on travaille sur le leadership en ce moment et surtout par rapport à la déclinaison du leadership way au sein du NG Leadership Way. Et à travers des expérimentations qu'on a faites, il s'est avéré qu'il y avait un besoin des leaders. Donc on est à peu près 40 000 leaders dans le groupe, d'avoir une cellule, un collectif apprenant. C'est pas un collectif de clubs, de volonté de se retrouver, mais c'est d'apprendre ensemble et de créer quelque chose ensemble. Donc il y a déjà des expérimentations au sein des business units qui sont avancées sur le partage. Alors ça peut être pris comme du codev, sauf qu'il n'y a pas de coach, donc on ne sait pas du codev, c'est du peer-to-peer, mais c'est des collectifs qui se retrouvent ensemble pour apprendre, transmettre, mais aussi apprendre, pour ancrer du savoir-faire, du savoir-être aussi surtout, dans leur quotidien, dans leur
activité quotidienne, parce que c'est là aussi où on se rend compte la richesse de dire entre un learning en classroom ou un training un peu avec une information top-down et plutôt vivre une expérience avec un collectif anti-comité, un collectif qui a confiance, qui a bienveillance, et d'exercer, de pouvoir se permettre d'expérimenter à ce moment-là, de trouver aussi du conseil, et ben ça marche beaucoup plus. Et donc on se dirige vraiment pour vouloir créer dans la durée ces collectifs pour faire des cellules collectifs apprenants. Donc, du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire là pour Lisa. C'est vrai qu'on dit souvent dans le digital que la meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Alors, notamment au Business Lab, raconte-nous ce que c'est que le Business Lab chez TF1. Alors le Business Lab, en fait, c'est une structure qu'on a créée au sein du groupe TF1 qui permet justement, dans l'évolution du futur des compétences, d'aller jusqu'à changer de job, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire qu'un collaborateur, il rentre chez nous parce qu'il a des compétences et que c'est celles-ci qu'on recherche, mais qu'au cours de sa vie professionnelle, on peut aussi l'accompagner vers un projet qui lui est peut-être plus personnel, qui sert évidemment quelque part une diversification du groupe, puisque c'est là où finalement on va pouvoir le coacher et l'accompagner. Mais on va jusqu'à accompagner nos collaborateurs dans des démarches de reconversion sur des projets entrepreneuriat et qui permettent du coup à certains collaborateurs, notamment on a eu 2 teams là qui sont en train de se transformer sur une évolution très significative de leur mission et de leurs compétences. Et donc ça, c'est vrai que c'est une fierté du groupe parce que c'est assez nouveau pour nous, donc c'est pas évident de mettre en place ces projets-là parce qu'il y a tous les sujets sur le temps qu'ils y passent, le ROI qu'on en a, au moment où on investit dessus. Mais on pense que c'est quelque chose de très important et qu'on a envie d'encourager parce que le collaborateur, il vient avec son énergie et cette énergie, on peut la nourrir de projets qui viennent diversifier nos activités et souvent, parce qu'ils sont justement immergés dans les métiers, ils ont des idées qu'on ne peut pas, nous, avoir, en fait. Notamment, je pense à un groupe qui a travaillé le concept de vidéo mobile, qui travaillait dans des équipes de tournage et qui constatait que le matériel était assez lourd, que finalement, c'était pas suffisamment embarqué. Et donc, ils ont imaginé, en fait, une espèce de valise qui leur permet de transporter leur matériel et de pouvoir tourner des images en mode beaucoup plus agile. Et ça, c'est aussi en étant immergé au sein des métiers qu'on peut avoir des idées de transformer nos métiers d'aujourd'hui en métiers de demain. Donc c'est vrai que c'est une initiative qu'on encourage. Bon, bah, merci beaucoup à vous 3. On a quelques petites minutes pour une ou 2 questions. Est-ce que vous en avez ? Oui. Ouais, merci pour ces retours. J'avais une question notamment sur NJ et TF1. Quand on voit un petit peu la démarche que vous menez par rapport aux compétences et aller chercher les gens au-delà de leur fiche de poste ou de ce pourquoi on les a embauchés, est-ce que la question de mettre à la poubelle la fiche de poste, c'est un sujet ? C'est pas un sujet, c'est sur la table, c'est dans un tiroir, c'est pas du tout la question ? Alors, pour moi, c'est pas du tout la question, parce que mettre le sujet, ça veut dire qu'il y a un problème. Et comme il n'y a que des solutions, on va dire que les choses avancent et qu'on est un peu en learn and test, et que les choses, voilà, on essaye d'être agile, on avance, et puis quand les choses marchent, elles marchent. Les job desks existent parce qu'à l'externe, il faut encore afficher des choses. À l'interne, ça permet quand même de faire des choses, mais elle est ni, on va dire, dans un tiroir, ni sur la table. Voilà, on verra. Côté TF1, j'ai envie juste de dire, en fait, c'est pas tant la job desk une fois que le collaborateur est là, de découvrir la diversité, la multiplicité de ses facettes. Et nous, on travaille plus sur la notion d'extra-rôle et d'extra-compétences, notamment au travers de notre outil du SIRH, de référencer un peu plus, un peu dans la démarche que vous aviez, de référencer un peu plus ce qui ne définit pas le poste, mais ce qui définit plus le collaborateur pour justement essayer de le tracter sur des sujets qui l'intéressent. Et on a plein de sujets. Et nous, on a pris le parti cette année, par exemple, de rentrer dans l'entretien de performance une rubrique extra-rôle qui permet justement au collaborateur de se notifier soit sur des pratiques qu'il a, soit sur des pratiques qu'il aimerait avoir. Et nous, on fait ce rôle de mise en relation entre les projets et les envies des collaborateurs.
Et pour aller dans la continuité et plus parler de Jobdesk, nous on a lancé depuis fin de l'année dernière en pilote sur le siège les 10 days. C'est les NJ 10 days. C'est que chaque collaborateur a 10 jours pour aller dans la notion de se développer, de découvrir, mais en étant actif au sein des autres entités du groupe qui auraient le besoin pendant 10 jours. Une mission, mais aussi à l'externe et pour l'instant par rapport à des associations, mais on a aussi la volonté d'aller vers des partenaires, puisqu'on est un écosystème et que tout leader mondial travaille avec les autres, et de proposer, on a des savoir-faire spécifiques, peut-être qu'on est en avance de phase par rapport à d'autres entreprises qui auraient besoin de certaines compétences du groupe, parce que je pense qu'au-delà de développer le collaborateur pour une Jobdesk, c'est développer, de garantir une employabilité au collaborateur au-delà de son day-to-day, de permettre aussi de garantir au collaborateur qu'il pourra peut-être, pourquoi pas, aller chez TF1, mais revenir chez NJ, parce que c'est ça, c'est aussi l'agilité, la fluidité, qu'à un moment, pour des talents, on a du mal à proposer, au moment où ils veulent avoir un développement, un job qui conviendrait, et en même temps, c'est des talents, tout le monde est frustré, autant leur permettre d'avoir une parenthèse dans un autre groupe partenaire, et pour qu'ils puissent mieux revenir quand on aura quelque chose à lui proposer. On pourra poursuivre les échanges après 11h, vous serez encore là. Merci beaucoup. Merci.